Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence intitulée « Les grands axes du mondialisme ». Je me présente, Nicolas Taki, président de l'association Utopia. Je remercie toute l'équipe qui m'accompagne et qui a permis d'organiser cet événement. Notre association a pour but d'informer, de sensibiliser les personnes sur les grands enjeux du XXIe siècle. Et quel plus grand enjeu que le nouvel ordre mondial, de ce mondialisme qui est en phase de sa réalisation, à savoir la gouvernance mondiale, la nouvelle tour de Babel par excellence. Pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir un ami, Johan Vernet, écrivain, catholique, traditionnaliste et antilibéral, ainsi que nous parler de son nouveau livre, Le complot contre Dieu, le mondialisme démasqué. Livre synthétique, référencé, je dirais même une clé de lecture indispensable pour comprendre notre monde. Je vais donner la parole à Johan. Si vous avez des questions à poser, vous les poserez tout de suite après la conférence, lors de la séance dédicace. Je vous remercie. Maintenant, je laisse la parole à Johan. Alors pour commencer, déjà un grand merci à l'association Utopia pour son invitation et particulièrement à Nicolas Taki, qui me donne l'occasion de m'exprimer pour la première fois depuis la sortie de mon dernier livre, Le complot contre Dieu, qui est ici, que vous avez dû voir sur Internet. Alors le thème du jour, c'est les grands axes du mondialisme. Cet exposé qui sera synthétique va au-delà de l'actualité, qui mobilise énormément d'attention, qui capte un peu toutes les énergies en ce moment. Et je dirais même, il va au-delà de ce que vous avez l'habitude de voir, c'est-à-dire de la politique politicienne, des chamailleries même de partis, de l'alternance UMP-PS, de toutes ces choses-là, donc, et même des événements récents. Et ce qui sera intéressant de traiter durant cette petite heure, 3/4 d'heure, ce sont les causes. Comme le disait le théologien catholique Jacques Bénigne Bossuet au XVIIe siècle, Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes dont il déplore les effets. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir les causes, d'étudier de manière, en résumé, en 3/4 d'heure, ça va être assez court, point à l'appui, et de manière référencée, surtout, c'est-à-dire déclaration, citation et fait à l'appui, donc tout ça, il y aura absolument rien d'inventé, c'est un travail de recherche, tout comme d'ailleurs dans mon dernier livre. Donc on va voir vers quoi on se dirige, vers quoi on va, qu'est-ce qui se trame dans les coulisses de l'oligarchie mondialiste, et en gros, qu'est-ce qui se prépare pour les années et les décennies à venir. Et donc, déjà, qu'est-ce que le mondialisme ? En une phrase, c'est un plan de destruction à grande échelle des nations et particulièrement de la civilisation chrétienne. Et qu'est-ce que le projet mondialiste dans ses grandes lignes ? C'est ce que nous allons voir en 14 points. À commencer par le premier, qui est l'idée de gouvernance mondiale, avec centralisation des pouvoirs. En France, nous avons François Hollande, à l'université d'été du Parti Socialiste en 2008, qui avait déclaré, je cite, « Jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de 3 principes que nous portons depuis des années, les socialistes, mais pas simplement les socialistes. » Peu de temps après, en janvier 2009, c'est Nicolas Sarkozy qui avait affirmé « Nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. » Alors ça c'est pour la France, mais il n'y a pas qu'en France, puisque aux Nations Unies, nous avons un certain Robert Miller qui avait déclaré, je cite, « Nous devons agir aussi rapidement que possible vers un seul gouvernement mondial, une seule religion, un seul chef mondial. » Il y a aussi le député américain Lawrence Patton MacDonald, qui, bien avant eux, en 1976, avait déclaré que le but des Rockefeller et de leurs alliés est de créer un gouvernement mondial unique
combinant le supercapitalisme et le communisme sous la même bannière et sous leur contrôle. Est-ce que j'entends par là qu'il s'agit d'une conspiration? Oui, en effet. Je suis convaincu qu'il y a un tel complot d'envergure internationale en planification depuis plusieurs générations et de nature incroyablement maléfique. Alors vous me direz, c'est bien beau cette gouvernance mondiale, mais comment l'appliquer? Eh bien c'est David Rockefeller qui nous donne la réponse. En 1994, donc David Rockefeller, pour ceux qui ne savent pas qui c'est la famille Rockefeller est à la tête du cartel pétrolier, particulièrement de la firme ExxonMobil. David Rockefeller est aussi à la tête de firmes comme Pfizer, cartel pharmaceutique, ou encore Monsanto, de certaines banques américaines comme la JP Morgan. C'est lui aussi qui a créé la commission trilatérale, et c'est aussi lui qui est à la tête du complexe militaro-industriel. Et donc, David Rockefeller disait en 1994, je cite, « Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une bonne crise majeure et les nations accepteront le nouvel ordre mondial. » Donc, en fait, l'idée, c'est la devise maçonnique de l'ordre chaos. Créer le chaos, créer le désordre pour amener un nouvel ordre. D'où l'appellation de nouvel ordre mondial. Alors, il n'y a pas que Hollande, il n'y a pas que Sarkozy, il n'y a pas que Rockefeller, il y a aussi George Herbert Walker Bush, le père de George W. Bush, qui exactement 11 ans avant les attentats du World Trade Center, c'est-à-dire le 11 septembre 1990, avait fait l'éloge du nouvel ordre mondial, publiquement. Il n'y a pas que lui, il y a aussi John Kerry qui avait disputé la présidence américaine à son fils, donc George W. Bush, qui lui aussi avait fait l'éloge du mondialisme. David Cameron, le Premier ministre anglais, a aussi encensé l'idée de gouvernance mondiale. Et puis aussi le russe Mikhail Gorbatchev, qu'on retrouve à la tête de la secte Lucy Trust, la secte luciférienne qui dirige concrètement les Nations Unies, qui lui, en 1988, avait aussi fait l'éloge de la gouvernance mondiale aux États-Unis. Mais bien avant toutes ces personnes, l'un des tout premiers à avoir parlé de gouvernance mondiale, c'est James Paul Warburg, le fils de Paul Warburg, qui est à l'origine de l'instauration du cartel de la Federal Reserve. Et donc son fils, dans les années 50 déjà, avait déclaré « Nous aurons un gouvernement mondial, qu'on le veuille ou non. La question est de savoir si on l'aura de force ou par consentement. » Et donc c'est tout l'objet des gouvernements des nations, des partis politiques, de nous faire accepter l'idée de gouvernance mondiale plutôt par consentement que par la force. Alors ce projet de gouvernance mondiale s'accompagne aussi de l'idée de créer une banque mondiale, une monnaie unique mondiale aussi. Il était à un moment donné question de l'Améro. Et aussi, je vais y venir, d'une religion unique mondiale. Et la finalité de ce projet, parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait une centralisation des pouvoirs avec un seul gouvernement qui dirigerait le monde, eh bien la finalité, c'est peut-être ce que déclarait Jacques Attali sur la chaîne publique Sénat, il y a quelques années, qui disait qu'on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. Voilà. Ça pourrait être ça, la finalité de cette gouvernance mondiale. Alors il y a une étape importante avant d'arriver à cette gouvernance mondiale, c'est l'unification du continent européen. Créer un bloc européen sous tutelle des États-Unis d'Amérique. Et en gros, l'idée que l'on retrouvait déjà dans certains propos des loges maçonniques au siècle dernier, c'est d'unifier, selon les termes d'ailleurs du haut initié Saint-Yves d'Alvèdre. Je vous renvoie au livre de Pierre Virion, Mystère d'iniquité, qui retrace tout cela. C'est l'idée d'unifier l'Europe avant d'unifier le monde. Le deuxième point, c'est la destruction des nations. Mais j'entends par là la destruction des souverainetés nationales. Et ce, au profit d'institutions supranationales. Alors vous en doutez peut-être, Non, c'est peut-être pas vrai. Mais écoutons tout de même ce que déclarait David Rockefeller, encore lui, à la conférence Bilderberg de Baden-Baden en Allemagne en 1991. Je cite,
le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. Et c'est cette je rebondirai là-dessus, c'est cette autodétermination nationale qui a coûté très cher à certains chefs d'État lors du siècle dernier, et je pense notamment à Patrice Lumumba au Congo, ou encore Thomas Sankara au Burkina Faso, ou Mohamed Mossadegh en Iran. Voilà, qui ont payé très cher cette idée toute simple de faire l'intérêt de leur nation au détriment des cartels. Et donc, du complexe militaro-industriel, dirigé par qui? Dirigé par ce même David Rockefeller, qui vient donc de faire cette déclaration qu'il faut qu'il y ait une souveraineté supranationale au détriment d'une souveraineté nationale. Constatons à ce propos que nos gouvernements des nations en Europe obéissent tout simplement à Bruxelles. C'est-à-dire que les gouvernements appliquent les directives de l'Union européenne. Union européenne qui est une création américaine, qui est sous tutelle des États-Unis d'Amérique. Et si on pousse le raisonnement plus loin, les États-Unis d'Amérique eux-mêmes sont sous le contrôle, sous la domination de certains lobbies. Je pense notamment à l'EPAC, lobby financier lié à la secte judo-maçonnique du B'nai B'rith, ou encore au Council on Foreign Relations, qui est le lobby dont sont issus, qui vraiment fait la politique étrangère mondialiste, et lobby dont sont issus les principaux présidents des États-Unis d'Amérique, qui sont tous des francs-maçons du 33e degré, soit dit en passant. Voilà. En gros, Barack Obama n'est que la marionnette de Zbigniew Brzezinski, qui lui-même est à la tête du CFR, du Council on Foreign Relations. Alors ça, c'est les causes. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est les dégâts que cela produit et donc les conséquences. Et depuis les accords de Bretton Woods en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous assistons purement et simplement au règne des cartels, un règne vraiment sans partage, et ce au détriment des petits commerces indépendants. Et cela produit un salariat de masse tiré vers le bas. Et d'ailleurs, nous allons voir pourquoi et comment, par rapport à la question sociale. Le troisième point, donc vous voyez que cela est assez synthétisé, on va au but. Si je devais m'attarder vraiment sur chaque point, je pense qu'il faudrait plus d'une conférence d'1 heure. Donc, le troisième point, c'est la destruction de la religion. Il est question ici de destruction de monothéismes qui ont un rôle politique à jouer, c'est-à-dire qui sont à la fois une foi et une loi. Le christianisme comme l'islam. Donc, destruction de la religion qui doit être remplacée par une fausse religion œcuménique mondiale qui porte un nom, c'est le syncrétisme. Et qu'est-ce que ce syncrétisme? C'est l'unification des religions. De la vraie religion, puisqu'il n'y a qu'une seule vraie religion, avec toutes les autres religions, avec toutes les fausses religions. Et ce projet du syncrétisme, c'est le projet des Nations Unies, notamment lorsque les Nations Unies se réunissent dans la ville d'Astana, dernière capitale d'ailleurs au monde, du Kazakhstan, la plus récente, disons. Donc c'est un projet onusien qui est d'ailleurs approuvé, tenez-vous bien, par l'Église de Vatican II à Rome. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu, et ça vous le retrouvez, documents à l'appui, citations et déclarations à l'appui dans mon livre, lorsqu'il y a ces réunions œcuméniques entre tous les représentants des diverses religions au monde à Astana, les dirigeants de l'Église de Vatican II à Rome approuvent ce projet œcuménique syncrétiste. Alors dans cette entreprise de destruction de la religion, il n'y a pas que le syncrétisme. Il y eut aussi, lors des siècles passés, la théorie de Darwin, qui s'est attaquée à la foi, l'idéologie communiste, à partir de la révolution bolchevique, donc au siècle dernier,
qui a fait des dégâts, mais on peut quand même s'apercevoir qu'en Russie, malgré tout, le christianisme orthodoxe a réussi à repartir de l'avant. Et puis, il y a aussi la laïcité, hein, comme l'a reconnu Vincent Payon. La laïcité est la religion de la franc-maçonnerie, hein, et elle est intrinsèquement anti-catholique. Et puis il y a toute cette propagande aussi, propagande médiatique, avec les vocables de fondamentalistes, d'extrémistes, d'intégristes, pour tout croyant qui reste fidèle à sa foi. Voilà. Alors les conséquences de cette entreprise de destruction de la religion, c'est clairement l'apostasie des nations, des religions, et donc la damnation des âmes. Le quatrième point, c'est la destruction de la famille. J'entends par là la famille traditionnelle, la famille chrétienne traditionnelle, qui est attaquée avec le mariage sodomite d'ailleurs. Destruction de la famille, c'est la destruction aussi et surtout de l'autorité du père, que l'on retrouve dans les documents maçonniques de la haute vente au XIXe siècle. Destruction de la maternité de la mère, destruction du couple, particulièrement de la complémentarité entre l'homme et la femme, par le biais pervers de l'idée d'égalitarisme, mais aussi par le biais de l'idéologie féministe. Destruction du côté sacré du mariage, notamment avec le mariage gay. Hein. Attaque de l'éducation aussi. L'éducation des enfants doit être confiée à l'État. On le retrouve aussi dans certains propos de personnalités de gauche comme de droite, surtout de gauche d'ailleurs. Laurence Rossignol. Voilà, exactement, du Parti socialiste. À cela, ajoutons cette incitation aussi à l'individualisme, à l'hédonisme et même à la débauche, tout ceci en opposition à l'idée de construction familiale. Le cinquième point, c'est le nivellement social des populations par le bas, autrement dit le dumping social. Alors comment ? Par le biais financier, c'est-à-dire en provoquant des crises financières, hein, notamment depuis la dernière crise financière de 2008, hein, la crise des subprimes. Les banques sont en très mauvaise santé, donc si les banques ne prêtent plus, évidemment cela s'en ressent dans les entreprises et cela se ressent aussi dans les salaires et dans la politique d'emploi. Comment aussi ? En imposant des mesures d'austérité, comme cela s'est pratiqué ces dernières années, suite à la crise des subprimes d'ailleurs, en Grèce comme en Espagne ou encore en Irlande, par la Troïka. Alors, qu'est-ce que la Troïka ? C'est le trio FMI, Fonds monétaire international, UE, Union européenne, et BCE, Banque centrale européenne. Donc ceci a visé clairement les classes moyennes, hein, et donc on a assisté, suite à ces crises financières, clairement à un abaissement radical, hein, du coût du travail, hein, et des salaires, et donc cela a conduit concrètement à la paupérisation des classes moyennes. Surtout, essentiellement, sur le vieux continent, en Europe. Le sixième point, c'est l'abolition du sentiment de patriotisme. Dans cette attaque du patriotisme, on retrouve l'idéologie du cosmopolitisme. Cosmopolitisme qui veut que les citoyens aient la terre pour seule patrie, pour reprendre exactement les termes de l'intellectuel juif Edgar Morin. Mais il n'est pas le seul aussi à faire cet éloge du cosmopolitisme, puisque d'autres personnalités, comme Jacques Attali, encore lui, en ont fait l'éloge. Alors le but, c'est que le travailleur soit nomade et non sédentaire, hein, qu'il ne soit pas attaché à sa terre, à sa patrie, et le but c'est de produire des déracinés. Et la question que j'aimerais poser, c'est comment défendre sa terre et sa patrie lorsqu'on n'en a pas ?
Comment? Alors à cela s'accompagne toute une propagande auquel on a droit depuis des décennies, propagande antipatriote, antinationale, par la diabolisation de certaines icônes. En France, nous avons le cas de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire tout patriote, tout nationaliste est automatiquement étiqueté le péniste, voire même, si on va plus loin, Adolf Hitler. Hein. Donc voilà. Alors, voilà comment attaquer l'idée de patriotisme à travers certaines personnalités qui elles-mêmes sont diabolisées. Donc en gros, on diabolise un sentiment de patriotisme à travers certaines icônes médiatiques. Le 7e point, c'est la réduction de la population mondiale. C'est un point très important dont on ne parle pas assez, dont on parle très peu. Et cela renvoie à l'idéologie, à la théorie du malthusianisme. Ce malthusianisme, de grands pontes du mondialisme l'ont encensé. Notamment le milliardaire Bill Gates, qui est à la tête de sa fondation Gates, ce qui est logique, mais qui est aussi le fondateur de Microsoft. Malthusianisme aussi encensé par David Rockefeller, dont je vous ai suffisamment parlé précédemment, mais aussi par Warren Buffett, qui est un richissime banquier spéculateur à Wall Street, ou encore par l'américain Ted Turner, qui est à la tête des médias aux États-Unis, et particulièrement de la chaîne américaine CNN. Donc toutes ces personnalités sont pour une réduction drastique de la population mondiale, et tous approuvent le malthusianisme. Alors vous me direz, comment faire pour réduire la population mondiale? Il y a plusieurs moyens. Il y a notamment la propagation d'épidémies et de maladies, de cancers, par le biais de la nourriture, ou bien de vaccins nocifs pour notre santé. Et vous remarquerez que, à la tête de ces cartels, que ce soit le cartel agroalimentaire comme le cartel pharmaceutique, qui retrouvons-nous? Les noms que j'ai cités précédemment, qui approuvent le malthusianisme. En l'occurrence, David Rockefeller ou encore Bill Gates. Notons aussi plusieurs points sur le plan statistique. En 30 ans, dans le monde, le nombre de cancers a doublé. Alors, c'est pas pour vous faire peur que je dis ça, mais c'est quand même, statistique à l'appui, concrètement, comment avancent leurs projets. Parce qu'il faut bien des faits aussi, pour appuyer des affirmations, pareil. Il faut savoir aussi que il y a 200 000 morts par an dues aux pesticides dans nos assiettes. Et que la France est non seulement la première consommatrice d'antidépresseurs, mais elle aussi, en Europe, la première consommatrice de pesticides. Donc c'est quand même pas vraiment un hasard si en Occident, nous sommes particulièrement touchés par la montée générale du cancer, plus que sur d'autres continents. Alors pour revenir à la réduction de la population mondiale, comment? Propagation d'épidémies, propagation de maladies, mais aussi propagation de guerres. Guerre civile, mais aussi prochainement, très probablement, guerre mondiale. Donc c'est évidemment, quand il y a des millions de morts dans une guerre mondiale, c'est sûr, la population mondiale, elle diminue, c'est arithmétique. Promotion aussi d'idéologies contre nature, qui sont toutes liées à la maçonnerie d'ailleurs, que ce soit l'avortement, l'euthanasie, promotion aussi dans les médias de l'homosexualité qui est encensée, ou encore du mariage pour tous, le mariage gay. Voilà. Donc, toutes ces idéologies sont contre nature et la théorie du genre, et sont toutes contre nature et ont toutes un lien avec, pour origine, la franc-maçonnerie. Écoutons maintenant David Rockefeller, vous me direz encore lui, il est bavard celui-là, qui déclarait aux Nations Unies, je cite, « L'impact négatif de la croissance démographique sur nos écosystèmes planétaires devient une chose évidente. La régulation de ce processus par les gouvernements nationaux et les entités internationales est nécessaire. » Donc, David Rockefeller affirme clairement qu'il faut réguler la démographie mondiale pour mieux contrôler cette population mondiale. Donc, en gros, l'idée,
c'est que la population mondiale soit moindre pour mieux la contrôler, la dominer. Voilà. Tout simplement. Le 8e point, c'est la destruction des traditions et des cultures. Chacun aura pu constater que les cultures nationales et les cultures locales se perdent, écrasées par le poids de multinationales. Et j'aurais quelques questions à poser. Où sont passées nos usines? Produit-on encore français aujourd'hui? Tous nos habits ils viennent d'où, hein, par exemple? Que pèsent les petits commerces face aux multinationales? Chacun aura pu constater que vous alliez à Paris, à Marseille, à Barcelone, à Rome, à Londres, dans des moyennes ou grandes villes, vous retrouvez les mêmes enseignes, vous retrouvez les mêmes multinationales, vous retrouvez les Burger King, les McDonald's, vous retrouvez la même chose, vous retrouvez les mêmes firmes pour les vêtements, les Fnac, les Desigual, de partout. En France, comme ailleurs d'ailleurs. Donc les spécificités nationales et même locales tendent à se perdre, voilà, sous le poids de la montée des cartels et des multinationales. Le 9e point, c'est le contrôle de l'information. On assiste clairement, et là ça date pas d'hier, à une centralisation d'un même flux d'informations. Lorsque survient un événement, vous verrez tous les médias entonner la même mélodie. Dernièrement encore. Hein, nous devons tous être soi-disant des Charlie, c'est-à-dire des blasphémateurs. Le message c'est ça. On doit tous être des blasphémateurs. Dans la France finie de l'Église catholique, on doit tous être des blasphémateurs. Voilà. Bon, ma réponse, c'est le complot contre Dieu. Voilà, à Charlie là. Ces drôles de Gugus qui en font la promotion. Charlot. Notons aussi, chose très importante, le subventionnement colossal de cette presse. Chiffres à l'appui, il faut bien donner des chiffres. Hein. Donc c'est dans mon livre Le complot contre Dieu, au chapitre 5. En 2010, le journal Le Monde a reçu 17 millions d'euros de subventions. Donc dans l'année. Hein. Le journal Le Parisien, 16,8. Le journal Libération, 14 millions. Le Figaro, 13,2. Ouest France, 11,8 millions. Le budget en 2012, général accordé à la presse, a culminé à 272,8 millions d'euros. Donc, cette propagande, ces mensonges des médias, ils se font sur notre argent. Donc, ces médias-là ne tiennent que grâce à notre argent, sur nos impôts, et ils nous mentent sur notre argent. Voilà cette triste réalité. Le 10e point, c'est l'abolition de la propriété privée. Tout doit revenir à l'État dans l'idéologie socialiste promue par la société Fabienne, Fabian Society, dont je parle dans mon livre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'intermédiaire. On retrouve déjà cette idéologie-là socialiste à l'origine de 1848, avec la maçonnerie, les hauts initiés comme Louis Blanc. C'était déjà sous couvert de socialisme. Il ne devait déjà plus y avoir rien à voir entre l'État et le citoyen. Alors que lors de l'Ancien Régime, il y avait le système des corporations qui assurait le lien entre l'État et le citoyen. Là, il ne doit plus rien avoir. Il doit avoir l'État et le citoyen. Et qu'est-ce que l'État, en fait? C'est un pouvoir X. Ce sont des marionnettes qui sont à la tête d'un gouvernement. Mais concrètement, alors pour en revenir à la propriété privée, un bien coûte très cher aujourd'hui. Il coûte très cher à ceux qui l'achètent. Il rapporte beaucoup à l'État surtout. En fait, le notaire coûte cher. Mais il y en a énormément qui revient à l'État sur ce qui est payé au notaire. Donc, ajoute-toi à cela les taxes, les impôts, les cotisations, les contraventions, les radars, etc. Et en gros, le citoyen, on voit que son niveau de vie ne fait que baisser puisque les salaires stagnent et les prix augmentent, les taxes et les impôts aussi. En gros, le citoyen, il paye pour quoi? Il paye pour engraisser l'État.
Et comme je le disais, l'État, c'est quoi? Ben, l'État, ce sont des banques privées qui prospèrent sur la dette souveraine, en gros. Donc c'est un pouvoir X, ce sont des lobbies, il faut le dire, qui sont aux manettes. Le 11e point, c'est la restriction des libertés individuelles. C'est un point aussi très important. Alors comment s'établit cette restriction? À travers le harcèlement de l'automobiliste, par les radars ou par des policiers qui doivent faire du chiffre, flicage, tout est retracé aujourd'hui. Vous avez un téléphone portable, vous êtes fliqué. Vous avez un compte en banque, vous êtes fiché. Vous avez Internet, particulièrement les réseaux sociaux, tout se retrouve. Rien ne se perd. Vous croyez être libre, vous croyez faire vos courses tranquillement, mais il y a des caméras de partout. Il y a des caméras de partout, des caméras cachées de partout dans les magasins. C'est en France moins qu'aux États-Unis, où la puce électronique est obligatoire dans certains États, des États-Unis donc, et où même une société, IQtel, il faut que je retrouve exactement le nom, proche de la CIA, tenez-vous bien, a créé un scanner qui détecte tout sur un périmètre de 50 mètres. Vous pouvez retrouver ça en faisant vos recherches sur Internet. C'est-à-dire que cette société liée à la CIA collecte avec ce scanner directement toutes les informations concernant les citoyens qui sont dans ce périmètre de 50 mètres et les renvoie immédiatement. Voilà ce qui se fait, ce qui se pratique aux États-Unis. Les États-Unis qui ont toujours un temps d'avance sur nous. Donc ce qui se fait aux États-Unis aujourd'hui, ce qui se met en place avec la puce électronique, il y a fort à parier que cela arrive en France un peu plus tard. 12e point, c'est l'appauvrissement de la langue. George Orwell parlait dans son livre 1984 de novlangue. Alors comment? Par exemple, par le langage SMS, ou encore par la suppression de l'orthographe à l'école. Quand on voit comment s'exprime aujourd'hui la jeunesse, son niveau ne fait que régresser. Et cela, afin de saccager clairement la langue française. Donc on abaisse, des expressions anglaises. On assiste clairement à un abaissement du niveau intellectuel, culturel et scolaire de la population, particulièrement de la jeunesse, pour le niveau scolaire, à une corruption de l'intelligence aussi, objectif avoué par la franc-maçonnerie dans ses propres documents. Je renvoie aux travaux de Léon de Poncin au siècle dernier. Et on assiste aussi à un abrutissement des masses où la télévision, particulièrement la télé-réalité, joue un rôle majeur. Le 13e et avant-dernier point, c'est la dissolution des identités. C'est un point très important qui préoccupe beaucoup, et à juste titre, les cercles nationalistes, la mouvance nationale. Alors comment détruire, dissoudre, et donc dissoudre veut dire aussi détruire les identités nationales, par le biais de l'immigration massive, mais aussi par l'idéologie du métissage, ou autrement dit, par la promotion de la diversité. Cette immigration-invasion est encensée par une personnalité que vous connaissez bien et dont j'ai déjà parlé, Monsieur Jacques Attali, haut initié juif franc-maçon talmudiste du Bnai Brit, dont d'ailleurs François Hollande doit sa carrière, qui était déjà le conseiller de Mitterrand dans les années 80, conseiller financier, de Sarkozy et maintenant de François Hollande. En gros, les marionnettes politiques passent et Jacques Attali reste et fait la pluie et le beau temps en France. Et donc ce Jacques Attali sur la chaîne iTélé avait déclaré que 100 000 immigrés de plus par an, ce n'est pas assez, il en faut 300 000. Voilà. Parce que selon lui, c'est bon pour la croissance. Ce qui est évidemment faux, puisque c'est surtout bon pour abaisser le coût du travail. Voilà. Et puis donc pour attaquer l'identité d'une nation et opérer une substitution
de population. Alors, le but, c'est le métissage généralisé, hein, donc outre la destruction de cette identité. Destruction donc d'identité et métissage de toutes les populations, hormis une, je vous laisse deviner laquelle. Ce 13e point est lié au dernier, le 14e, l'uniformisation de l'individu, qui est décrite d'ailleurs dans mon dernier livre, dans l'avant-dernier chapitre. Il s'agit là plutôt des conséquences du mondialisme. Le mondialisme produit en nombre illimité ce genre d'humains déracinés, sans terre ni patrie, sans tradition ni culture, flexibles à souhait, dépressifs et consommateurs compulsifs, dévirilisés voire féminisés, mal éduqués, individualistes, abrutis par les médias de masse, les nouvelles technologies, pervertis par la pornographie, courant après l'argent, le sexe, les honneurs et les plaisirs superficiels. Naturellement orgueilleux, il cherchera à se montrer supérieur à son semblable et jalousera quiconque lui fera de l'ombre. Ce sera celui qui montrera le plus d'attributs extérieurs, de richesse et de beauté, à qui voudra en imposer pour être quelqu'un aux yeux des masses, pour valoir aux yeux des autres, plaire à l'homme sans songer un instant à plaire à Dieu. Tel est le prototype humain formaté par le mondialisme qui prolifère et se multiplie. Voilà. Alors cette considération de l'humain, c'est celle du judaïsme talmudique concernant le non-juif, donc concernant le goy. C'est réduire l'humain à son état animal, c'est réduire l'humain à du bétail, et cela vous le retrouvez mot pour mot dans les écrits talmudiques. Et donc l'objectif final de ce processus mondialiste, c'est la République universelle, c'est le règne de l'Antéchrist. C'est instaurer un nouvel ordre en ayant auparavant détruit l'ordre ancien. C'est imposer cette République universelle sur les ruines des anciennes nations chrétiennes. Et plus concrètement là, c'est lorsqu'on pousse vraiment ce processus mondialiste jusqu'au bout par rapport au contrôle de l'humain, c'est d'intégrer une puce électronique pour contrôler totalement le citoyen. Et c'est encore Jacques Attali, qui est le promoteur du mondialisme en France, qui fit d'ailleurs l'éloge de la puce RFID. Alors nous avons pu voir là, au travers de ce bref exposé, très synthétique, pour qu'on retienne les principes fondateurs, que tout est en opposition directe à l'ordre naturel voulu par Dieu, voulu par Jésus-Christ, dans la société et dans la famille. Les plans du mondialisme qui viennent d'être sommairement détaillés aujourd'hui concordent aussi avec plusieurs écrits qui sont évidemment contestés par les mass médias et par l'oligarchie mondialiste, ce qui est assez logique. On nous dira toujours que c'est des faux. Mais je vous invite tout de même à vous pencher sur certains textes, notamment le Talmud, les protocoles des sages de Sion. En gros, Talmud et protocoles des sages de Sion égale processus mondialiste. Voilà. C'est l'application, voilà. Le mondialisme est l'application du Talmud et des protocoles. Troisième texte aussi, un peu moins connu, c'est l'illuminisme du théologien juif luciférien Adam Weishaupt, qui, selon Epiphanius, aurait été financé par Michel Mayer-Rothschild pour comploter en vue de la subversion de la monarchie chrétienne en France en 1789. Donc, Talmud, protocole, illuminisme. Une simple remarque en guise de conclusion, histoire de donner une piste en termes de solution, parce que c'est bien beau de dénoncer un projet, mais encore faut-il aussi en proposer un autre. Eh bien, l'antithèse sur le plan politique, puisque c'est le projet politique mondialiste, les protocoles, l'antithèse des protocoles, c'est le règne social de Jésus-Christ. Et l'antithèse du Talmud, alors là sur le plan religieux, ce sont les évangiles.
Et donc, décalogue, évangile, règne social de Jésus-Christ, en gros, ordre social chrétien, c'est l'exact opposé du mondialisme. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Voilà, je vous remercie pour votre attention, ça a peut-être été un petit peu long, peut-être des fois aussi peut-être un peu confus, mais en tout cas maintenant si vous avez des questions posées, bon, je suis là pour y répondre. Voilà, merci à vous.